Bonjour, je vais vous parler ce soir, ce dimanche soir 27 décembre 2015, je vais vous parler de la conjonction de cycle Jupiter-Saturne. C'est un cycle qui est un peu oublié de nos jours. Il a été éclipsé par la découverte des nouvelles planètes au XVIIIe siècle, mais il a quand même des lettres de noblesse, puisque on peut dire qu'entre le 10e siècle, le 10-11e siècle et le 17e siècle, ça a été le fer de lance de l'astrologie mondiale. Et non, plus exactement l'astrologie mondiale et l'astrologie religieuse. Et ça a précédé d'ailleurs, ça a été remplacé notamment par la théorie des aires précessionnelles au XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle. Donc avant la fin du XVIIIe siècle, où il y a eu émergence de la théorie des aires précessionnelles et émergence des nouvelles planètes au-delà de Saturne, on avait comme élément fondamental le cycle Jupiter-Saturne entre le Xe siècle et le XVIIe siècle. Et un grand juriste comme Baudin, l'auteur de La République, des cycles de la République, a consacré un chapitre à cette question de la conjonction Jupiter-Saturne. Le cycle Jupiter-Saturne se reproduit au niveau conjonctionnel tous les 20 ans. Alors, il a au moins l'avantage, à la différence du cycle Saturne-Neptune, d'être connu de toute antiquité et d'avoir été intégré historiquement dans la longue durée, à la différence du cycle Saturne-Neptune, qui est évidemment de date beaucoup plus récente, puisque Neptune n'est découvert qu'au milieu du XIXe siècle. Et il n'est intégré en astrologie de façon extrêmement... Autant Jupiter-Saturne faisait partie de la vie sociale, religieuse, de toutes sortes de sociétés, autant Neptune a-t-il été le fait de quelques astrologues anglo-saxons ou européens puis par la suite, et qui ne regardaient même pas d'ailleurs la planète par le télescope. Je rappelle, ça a été découvert par Urbain Le Verrier, le français Urbain Le Verrier, en 1846, par les calculs, et également par un anglais, Couch Adams, à peu près à la même époque. Bon, donc, il n'y a pas photo. Donc ce cycle Saturne-Jupiter est fondamental. C'est évidemment Jupiter qui est la planète la plus rapide, donc qui court après Saturne, non pas l'inverse, comme on a pu parfois le dire. Et c'est un cycle... donc finalement, c'est un monument de la pensée astrologique médiévale, qui est bien d'ailleurs délaissé aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était vraiment le cycle par excellence, c'était pas un cycle parmi d'autres, c'était le cycle par excellence. Et je vais vous expliquer un peu comment ce cycle fonctionnait dans l'esprit des astrologues, de façon à mieux comprendre quelles étaient les recherches de la pensée astrologique à l'époque, et voir si d'une certaine manière c'est pas dans cette direction qu'il faudrait revenir aujourd'hui. Alors, d'un autre côté, il faut bien reconnaître que ce cycle Jupiter-Saturne, il a été fatal pour la théorie des étoiles fixes. Puisque, d'abord, alors on l'attribue généralement, cette théorie, à Abu-Mazar, Abu Machar, un astrologue musulman, persan, et dont les ouvrages seront traduits et imprimés à la fin du XVe siècle. Et il marquera des travaux comme ceux de Pierre d'Ailly, notamment, en 1414. Pierre d'Ailly, on trouve dans ses ouvrages sur la concordance de l'histoire et des astres, il mentionne l'année 1789, entre parenthèses. Et donc, qui sera reprise d'ailleurs par, à l'époque de Nostradamus, par son d'auteurs comme Antoine Couillard. Et le cycle Jupiter-Saturne, alors c'était complètement l'inverse avec une étoile fixe, avec des étoiles fixes, la conjonction de Jupiter ou de Saturne avec une étoile fixe
ne bougeraient pas, c'est-à-dire que ça serait tout le temps au même moment. Mais avec à partir du moment où Jupiter et Saturne sont deux planètes mobiles, qui bougent, comme leur nom l'indique d'ailleurs, planète en grec, qui veut dire errant, astre errant, c'est l'adjectif en tout cas, et à partir de ce moment-là, non seulement la planète l'astre le plus lent, qui devrait être d'ailleurs fixe, n'est pas lent, n'est pas fixe, mais il faut 120 degrés environ entre deux conjonctions. Tout comme il faut, donc ça veut dire 20 ans, comme il faut 36 ans dans le cas du cycle Saturne-Neptune, pour qu'une nouvelle conjonction puisse se reproduire, mais pas du tout au même endroit. Pas du tout au même endroit. Et pendant à peu près 200 ans, la conjonction de Jupiter avec Saturne se reproduit dans les trigones, c'est-à-dire dans le même trigone. Dans le même trigone, c'est-à-dire dans le même triangle élémentaire. Donc pendant 200 ans, à peu près, ça a bougé un petit peu, pendant 200 ans, Jupiter et Saturne se retrouvent systématiquement en signe de feu. Puis dans 200 ans, en signe de terre. Puis en 200 ans, pendant 200 ans, en signe d'eau, etc. Pourquoi? Parce que comme il y a 120 degrés environ entre deux conjonctions, et bien, comme les quatre éléments, la triplicité se fait aussi sur la base de 120 degrés, eh bien, Albuin-Mazar, génialement, a découvert que même s'il y avait une angularité de 120 degrés d'une conjonction à l'autre, on se retrouvait pendant un certain temps dans le même élément, dans des signes de même élément. C'est-à-dire pour les signes de feu, le bélier, le lion ou le sagittaire, pour les signes de terre, le taureau, la vierge, le capricorne, pour les signes d'eau, le cancer, le scorpion et les poissons, etc. Et il a associé cela à une théorie des religions, un peu comme on fera avec la théorie des ères précessionnelles. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais enfin, par exemple, la triplicité d'eau aurait été favorable à l'islam, et quand Jupiter-Saturne aurait quitté la triplicité d'eau pour d'autres triplicités, ça aurait été l'annonce de la fin de l'islam, etc. Enfin, il y a toute une gymnastique comme celle-là, qui a impressionné, donc je disais, Jean Bodin. Il s'est demandé, est-ce que par les astres, on peut prévoir le destin des États, le destin des républiques, le destin des religions, etc. Bon. Voilà donc, c'est cette théorie-là qui, en quelque sorte, a fait prédominer, a vulgarisé le zodiaque tropical et a évacué les étoiles fixes. On ne va pas revenir sur cette question-là, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont disparu de la tradition astrologique. Mais il faut donc comprendre que cette théorie, aussi éloignée soit-elle de mes propres travaux, ne me reste pas moins extrêmement sympathique, par son élégance, par sa simplicité. Donc, quelque part, je me sens en affinité avec cette théorie, sur le plan épistémologique, si on veut. C'est-à-dire, un seul cycle. Jupiter-Saturne, un seul cycle. Même Barbeau, lui, il n'est pas dans l'idée d'un seul cycle. Même s'il s'est intéressé spécialement au cycle Saturne-Neptune, il peut s'intéresser aussi bien à Uranus qu'à autre chose. Donc il ne milite pas en faveur d'un seul cycle, sauf dans le cas de son indice cyclique, où il propose un cycle, alors lui c'est encore plus fort de café, un cycle qui englobe 5 planètes, carrément. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Donc là, effectivement, là aussi, il élabore un seul cycle. Donc en ce sens-là, Barbeau va aussi dans la même direction que Albuin-Mazar, à la recherche d'une... Il a le sentiment que l'astrologie a besoin d'un cycle unique. Jupiter-Saturne, pour Albuin-Mazar, le collectif de 5 planètes dans l'indice cyclique de Barbeau, et dans mon cas, le cycle Saturne en rapport avec les 4 étoiles fixes royales. Voilà donc 3
états de l'astrologie mondiale depuis à peu près 1000 ans. Alors, Barbault, lui, ne s'intéresse pas à la différence d'Albumazar aux éléments. Hein. Même dans le cycle Saturne-Neptune, ça ne l'intéresse pas tellement. Il ne cherche pas à différencier les conjonctions selon qu'elles se déroulent dans tel et tel élément. Et dire la théorie des éléments est tellement extrêmement discutable. Pas en tant que théorie des éléments, mais la répartition des 4 éléments entre les 12 signes, c'est n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, ça ne correspond pas du tout à la symbolique zodiacale, correspond à un autre problème encore. Par exemple, le Verseau, on parle de verser de l'eau, mais c'est un signe d'air. Bon, etc. Enfin, on ne va pas entrer dans ces détails-là, mais je veux dire par là que la symbolique l'intérêt d'Albumazar, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la symbolique zodiacale. Il s'intéresse à la répartition des zodiaques entre les 4 éléments, mais je me permets quand même de dire que cette théorie des 4 éléments, c'est une théorie qui divise le zodiaque en 3 segments de 4 signes. Hein. Donc c'est un système ternaire. C'est un système ternaire, il y a 3 grands cycles de 4 signes. Hein, et que c'est là-dessus que travaille Albumazar. Bon. Donc là, effectivement, on s'éloigne du symbolisme zodiacal pour lui substituer un symbolisme élémentaire qui est effectivement articulé sur les 12 signes, mais finalement sans rapport véritablement avec la symbolique zodiacale, dont il n'a rien à foutre, et en considérant que il faut prendre au sérieux le fait qu'on ait attribué, qu'on ait constitué un triangle de feu, un triangle de terre, un triangle d'air, un triangle d'eau. Ce qui n'a pas vraiment de fondement concevable réellement. Enfin bref. Donc, le système a l'avantage d'être simple, d'être compréhensible, d'être visible depuis des millénaires, sauf que les conjonctions qui se produisent entre Jupiter et Saturne se produisent donc avec des décalages dans l'espace énormes de 120 degrés, donc un tiers de cercle, alors qu'avec les étoiles fixes, il n'y a pas de décalage du tout, et qu'avec le rapport Soleil-Lune, il y a un décalage de 30 degrés, mais là, il y a un décalage de 120 degrés carrément, et aussi parce que bon, il y a quelques difficultés, parce que parfois le changement d'éléments ne se fait pas très clairement. On a l'impression qu'on est à la fin d'un cycle de 200 ans, mais en réalité, ça ne se fait pas exactement, c'est pas une mécanique totalement simple. Mais ce qui est embêtant, effectivement, c'est que ce zodiaque, c'est un zodiaque quand même tropical, avec une division en 12, qui est purement mathématique, et qui, autant la conjonction Jupiter-Saturne est visible, autant le fait que la conjonction se fasse dans tel et tel élément de tel, c'est totalement invisible. Donc on a une astrologie qui est quand même un peu hybride, si vous voulez. C'est pour ça que Barbault a eu raison de laisser tomber complètement la symbolique zodiacale, qui est un boulet. Et moi-même, je n'en tiens absolument pas compte. Pourquoi Albumazar a-t-il travaillé comme ça? On pourrait se faire des spéculations. Pourquoi n'a-t-il pas tenu compte des étoiles fixes? Parce que, tout simplement, parce qu'on a un artefact. On a un artefact. Qu'est-ce que c'est qu'un artefact? C'est qu'on a une réalité astronomique qui veut qu'effectivement, la conjonction Jupiter-Saturne, donc des 2 planètes les plus lentes qu'on connaissait jusqu'au XVIIIe siècle, eh bien, elle se produit à 120 degrés d'écart, ce qui fait 4 signes d'écart une fois sur l'autre, une fois tous les 20 ans, et que, à partir de ce moment-là, il y avait une espèce de surdéterminisme à considérer que c'était ça la référence intéressante. Bon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'était une sorte d'artefact astronomique. Astronomiquement, il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là, et donc l'astrologie doit en tenir compte. Mais c'est une véritable innovation sur le plan de la pensée astrologique, incontestablement. Et on peut dire que c'est un âge d'or de l'astrologie
que ce moment où l'astrologie pouvait envisager de mettre en avant un seul cycle de 2 planètes. Malheureusement, ce n'est pas un cycle planète-étoile, mais c'est un cycle de 2 planètes qui obéit à une cyclicité extrêmement précise, qui correspond à une symbolique uniquement à base de 4 possibilités, ce qui est quand même beaucoup plus léger que les 12 signes. Hein. Donc c'est quelque chose, c'est quand même pour moi une référence tout à fait heureuse.